Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC1, l'émission du modélisme radiocommandé. Au sommaire ce mois, un retour sur le championnat de France de F3P, comprenez Voltige Indoor qui s'est déroulé le mois dernier à Grande-Synthe. Nous avons essayé ce mois le short course 2 roues motrices de chez Team Durango, le DESC 210R, une machine très compétitive et dont la conception nous a vraiment fait craquer. Nous avons aussi essayé la Fiat Abarth 131 de chez Rally Legends, qui comme son nom l'indique, conçoit des châssis de touring ou 1/10 qu'il coiffe de superbes reproductions des plus mythiques voitures de rallye. Enfin, nous avons testé la Sea Ray, une petite aile volante de chez E-Flight, qui permet de se défouler les doigts presque partout, y compris dans les endroits les plus exigus. Rally Legends RC est une petite marque de voitures radiocommandées qui a réussi en quelques années à se faire remarquer en créant de très belles reproductions de voitures de rallye mythiques au 1/10. Lancia Stratos, Fulvia et Delta, Audi Quattro, le camion Iveco du Dakar de De Roy ou le modèle de notre essai, une Fiat Abarth 131 aux couleurs de la compagnie aérienne Alitalia, une voiture qui a remporté 18 victoires en championnat du monde à la fin des années 70. Au niveau de la conception, les Rally Legends sont des touring de loisirs classiques avec un châssis en composite, 4 roues motrices à suspensions indépendantes, les axes de roues sont en aluminium et la voiture est montée sur roulement. Dans la boîte, tout est fourni, radio, batterie et chargeur. Les jantes sont bien évidemment spécifiques à chaque modèle et les pneus sont de type rallye. Au niveau de la motorisation, les Rally Legends se sont livrés avec des moteurs brushed qui conviennent parfaitement à une utilisation maquette. Le comportement de cette Rally Legends est aussi neutre qu'une Tamiya TT01. La suspension est un peu molle mais permet d'éviter les erreurs de pilotage que l'on pourrait commettre avec une voiture qui serait plus réactive en virage. Pour éviter que les pneus ne frottent sur la carrosserie sur les gros appuis, il est tout de même conseillé de durcir les amortisseurs. Et avec la batterie d'origine, un accu NiMH de 6 éléments, il est difficile de mettre la voiture en glisse. Avec une batterie LiPo de 2S, le comportement est bien différent et on peut vraiment commencer à s'amuser. Livrée avec un éclairage fonctionnel, clignotant, feu stop et marche arrière, l'Abarth 131 est une maquette très ludique avec laquelle on prend beaucoup de plaisir. Nous louons aujourd'hui l'initiative de cette petite marque qui réalise des carrosseries de plus en plus belles. Un concours a été lancé auprès des revendeurs français afin de connaître la voiture tricolore qui, selon eux, est la plus mythique. L'Alpine et la R5 Turbo ont pour l'instant les faveurs des participants. Cette nouvelle carrosserie devrait être mise en production à l'issue du concours. Vous êtes passionné de rallye et cette Fiat Abarth 131 vous a fait craquer. Le prix du rêve s'élève à 290 €, bien moins onéreux qu'une VHC grandeur. Le F3P est une catégorie de voltige qui se pratique en indoor avec des avions ultra légers. Cette catégorie connaît toujours un bel engouement auprès des modélistes, peu onéreuse, entre 150 et 200 € pour débuter, et qui se pratique tout l'hiver quand les conditions météo ne permettent pas de voler en extérieur. La Fédération française d'aéromodélisme, partenaire de RC1, nous a conviés cette saison au championnat de France qui s'est déroulé il y a un mois à Grande-Synthe dans le Nord.
Laurent Henry, vice-président de la FFAM, était satisfait de la belle participation à ce CF. Non, aujourd'hui on a des compétiteurs qui viennent de toute la France. Donc le championnat de France est ici dans le Nord cette année, mais on a des compétiteurs qui viennent de partout. Je pense qu'ici on a un très bon niveau pour un championnat de France. On a pas mal de compétiteurs puisqu'on a, je crois, plus d'une cinquantaine de participants aujourd'hui. Donc oui, c'est très bien. Alors aujourd'hui on a tout, on a des gens qui pratiquent la compétition que vous voyez ici, qui pratiquent la compétition en indoor, mais qui sont aussi des compétiteurs l'été d'avions de voltige extérieur, de voltige grand modèle. Donc la plupart des gens, enfin une bonne partie des gens font aussi plusieurs disciplines. Sur les 53 participants à ce championnat de France, 21 étaient de la région Nord-Pas-de-Calais. Le F3P est sans aucun doute une spécialité du Nord. Dans la région, sur les 43 clubs, on a quand même 7 à 8 clubs qui ne font que du vol indoor, qu'on appelle du F3P. Dans le Nord-Pas-de-Calais, bon, malheureusement, avec les conditions météo, on ne peut pas trop souvent voler. Et donc, le vol en salle nous permet de voler à peu près 9 à 10 mois par an. Les pilotes de ce championnat de France étaient répartis dans 3 catégories, selon leur niveau. Le vol national est défini au niveau national, donc il y a 3 niveaux. Le niveau de promotion, où ce sont des figures simples, hein, il y a 8-10 figures très simples, pour tous les jeunes, et aussi bien jeunes, anciens, mais jeunes pilotes, si je puis dire. Et puis le niveau national, où déjà les gens ont acquis un peu plus d'expérience, et là on commence à être un peu plus compliqué, et finir par le niveau international, où là ça devient, franchement, avec le niveau qui a fortement augmenté ces dernières années, assez compliqué. Et c'est très bien. Alors les notes, c'est très facile. C'est toujours des figures géométriques que l'on note. Hein, que ça soit un cercle qui doit être parfaitement cylindrique ou comme un cercle. Les figures à plat qui doivent être le plus horizontales possible. Le centrage des figures pour les figures centrales. Et les figures debout qui doivent être, elles, respecter un certain... Ne pas toucher... soit quelque chose, surtout en intérieur, ni les murs, ni le mobilier. Et je dirais le centrage des figures intermédiaires sur toute la zone. Un 4e classement était dédié aux pilotes souhaitant effectuer un vol libre en musique, une catégorie défouloir pour les pilotes, très spectaculaire et dont on ne se lasse jamais de regarder. Parmi les pilotes présents à ce championnat de France de Grande-Synthe, il y avait les cadors de la discipline, mais aussi des pilotes qui étaient venus pour se faire plaisir, et aussi quelques féminines comme Marie Vasquez.
à la base, en fait, c'est mon papa qui s'est inscrit dans un club de modélisme parce que ça lui plaisait bien tout ce qui touchait à l'air en général, donc les cerfs-volants, tout ça. Puis une fois, il a voulu essayer l'avion, donc il en a fait pendant 1 an. Il m'a fait essayer une fois et ça m'a vraiment bien plu. C'était sur un petit planeur pour débutants. Et puis après, on s'est mis petit à petit aux vrais avions de voltige. On a commencé les compétitions et là, ça m'a vraiment bien plu. Et donc aujourd'hui, on continue encore, donc autant à l'intérieur qu'à l'extérieur l'été. Can I be? Was I there? Felt so crystal in the air. I still want to drown. I'll take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Harry Vasquez terminera 11e dans le vol libre en musique, mais montera sur la 2e marche du podium en catégorie nationale, une catégorie remportée par Kevin Troadec. En promotion, c'est Thierry Lecomte qui a été sacré champion de France devant Cédric Bachy et Guillaume Gilbert. Fabien Turpot a été une nouvelle fois sacré champion de France dans la catégorie internationale devant Théo Quatros et Julien Hecht. Le 5e titre de champion de France F3P que Fabien Turpot remporte. C'est prétentieux de dire ça, mais l'an dernier, oui, j'ai fait partie de l'équipe de France. L'équipe de France qui a représenté la France au championnat du monde à Cobourg en Allemagne, où on a ramené une première place par équipe, qui était quand même le premier objectif. Un champion du monde junior qui était Théo. Et nous étions 3 des 4 pilotes en finale. Donc voilà, c'était un beau championnat du monde. Niveau, oui, mais ça pousse fort derrière quand même. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, motivés. C'est l'une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup le F3P. C'est facile de dessiner un avion, de se le fabriquer soi-même, d'aller voler, s'entraîner. Donc du coup, ça attire beaucoup de jeunes et ça pousse derrière. Donc je pense que c'est une bonne chose et puis ça permet de toujours faire progresser ceux qui sont devant, hein, de jamais s'endormir sur ses lauriers. Donc oui, il y a en inter, à l'heure d'aujourd'hui, il y a un niveau qui est quand même conséquent en France. Quand on voit ce qui se fait dans les pays étrangers, on peut être fier de notre première place par équipe. Et c'est aussi dû aux gens qui sont derrière qui nous poussent pour avancer. Alors, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai commencé à faire des concours de voltige grand modèle en extérieur. Le F3P n'existait pas, il y avait juste un tout petit peu d'indoor qui se faisait à ce moment-là. Très peu d'avions de voltige et puis c'est un ami qui m'en a parlé, qui essayait de faire développer la discipline un peu. Avec des avions de voltige grand modèle, l'hiver c'est quand même assez compliqué et assez contraignant de s'entraîner, donc du coup c'était au début un petit peu juste pour garder la main l'hiver et puis c'est très vite devenu une discipline à part entière. Alors c'est 2 univers différents, des contraintes qui ne sont pas les mêmes mais c'est absolument complémentaire. Que ce soit quand je passe du F3 au F3P, les 6 derniers mois à faire du F3 sont d'une assistance remarquable et vice versa quand je reprends à faire du F3. Le fait d'avoir fait du F3P les 6 derniers mois sont d'une aide non négligeable. Les contraintes sont un petit peu différentes, mais ça reste des avions de voltige, des programmes à faire, donc dans le principe il n'y a pas beaucoup de changements. Avec les membres de l'équipe de France, il disputera l'an prochain le championnat du monde en Pologne. On this unexpected day, could it be?
Avec l'arrivée des beaux jours, les modélistes ont déjà déserté les gymnases et la voltige indoor. Mais si vous êtes tenté par la discipline, n'hésitez pas à contacter les clubs d'aéromodélisme près de chez vous et à préparer votre matériel pour la saison prochaine. Le DESC 210 est un short course conçu sur la base du buggy 2 roues motrices de compétition de chez Team Durango. Ce modèle offre la possibilité de monter le moteur en position mid ou rear, c'est-à-dire devant ou derrière l'essieu arrière, ce qui est une première sur un short course. La position mid étant plutôt destinée aux pistes très accrocheuses comme les pistes indoor, nous avons choisi pour notre essai sur terre la configuration rear. Le DESC 210 existe en version Ready to Run et en kit, le choix que nous avons fait pour cet essai. Nous avons équipé notre modèle d'un moteur Dynamite de 7 tours et demi, d'un contrôleur Castle et d'un servo Savox 1256 de 16 kg. Nous avons enfin monté des pneus AK Enduro et une batterie Track Power avec un taux de décharge de 60 C. Une configuration parfaitement adaptée et performante. Le montage est un grand moment de plaisir, les pièces sont de très bonne qualité et particulièrement belles. Team Durango est une marque très innovante qui sait surprendre les modélistes avec de nombreux petits détails qui font la différence. Pare-choc avant coulissant, insert de réglage, montage du servo sur un support coulissant maintenu par 2 vis et réglage simplifié du slipper par l'extérieur. Avec des cardans CVD, de magnifiques amortisseurs en alu et une carrosserie originale au look bien différent, ce Team Durango est proche de la perfection. Nous mettrons juste un petit bémol, les hexagones de roue de 15 mm sont propres à la marque et non compatibles avec les autres produits du marché. Sur la piste, le 210 est très performant comme le prouve sa place sur le podium du Grand Prix de l'Ouest lyonnais en février dernier. Et sur les sauts, ce short course est un régal et très facile. À l'aise sur toutes les surfaces, le DESC 210 est plutôt destiné à la compétition, mais il est aussi très efficace en mode bâche. Pour cet essai, nous avons confié notre machine à des pilotes de short course qui ont été séduits et surpris. Écoute, sincèrement, j'avais pas mal d'a priori, on m'avait parlé d'un 4-2. Ici, c'est un terrain qui n'est pas vraiment adapté à ce genre de transmission. On roule plutôt en 4x4 ici parce que c'est pas du tout adapté. Et en plus c'est un châssis d'entrée de gamme, donc j'avais vraiment de gros a priori sincèrement. Et finalement à l'arrivée c'est plutôt amusant et la prise en main est pas mal. Bah voilà quoi, c'est un châssis fun, plaisir, sur des surfaces un peu plus adaptées qui a certainement du gros potentiel. À conseiller à tout le monde puisque sur le budget ça reste quand même très abordable. Bon, par rapport à un 4x4, on joue pas dans la même cour, mais les possibilités sont quand même nombreuses. Il n'a pas à rougir, même si la couleur est la même. Notre essai nous permet aujourd'hui de tordre le cou à certaines rumeurs. Le DESC 210 est une machine aussi fiable que les autres productions du marché et pas plus difficile à régler. Team Durango ne mérite pas les critiques fréquemment entendues sur les forums ou dans les buvettes des clubs. Depuis le début d'année, la distribution de Team Durango est assurée en Europe par le géant Obico, de quoi rassurer les modélistes sur la disponibilité des machines et des pièces détachées. Dernier argument, pour vous faire céder à la tentation, le kit du DESC 210R est vendu moins de 180 €.
L'objectif de cet essai est de trouver un produit qui puisse dégourdir les doigts d'un modéliste averti dans un espace réduit, voire urbain, pendant une pause déjeuner ou sur la route du retour pour se faire un petit métro, boulot aéro. L'aile volante est un bon remède, mais une Funjet de multiplex et ses 150 km/h de pointe n'est pas conseillée dans les lieux publics pour des raisons évidentes de sécurité. Nous nous sommes donc orientés vers le Sea Ray de chez E-Flite. Si certains peuvent penser que ce choix est encore un acte de complaisance envers notre partenaire historique et prolifique, ils ont raison. Nous devons bien avouer que nous guettons tels des collectionneurs leurs nouveautés, souvent géniales et rarement décevantes. Le Sea Ray est une petite mousse de 50 cm d'envergure, livrée blanche, mais que l'on peut personnaliser avec la grande planche de stickers fournie dans la boîte. La motorisation est constituée d'un moteur de type 180 de 2500 kV et d'un contrôleur de 8 ampères. Pour compléter le kit, il faudra se procurer un ensemble radio avec un récepteur de type micro et un LiPo 2S de 450 mAh. Le montage est ultra rapide et après la traditionnelle séance de bind, appairage de l'émetteur avec le récepteur, nous avons pu mettre notre Sea Ray dans les airs. Au décollage, il faut veiller à ne pas lancer le Sea Ray avec trop d'inclinaison pour éviter de toucher l'hélice. Et dès les premières secondes de vol, on se rend vite compte que l'aile est rapide et que notre objectif est en partie rempli. Les tout petits cerveaux de 3 grammes font le boulot, mais on ressent très vite leurs limites et le Sea Ray manque de vivacité en roulis. La voltige n'est pas académique pour un sou, mais on se fait plaisir et surtout, on fait ce qu'on peut. Pour aider les cerveaux à sortir le Sea Ray d'un mauvais pas, on doit beaucoup jouer sur la commande des gaz. Le Sea Ray est tellement léger que le moteur est nécessaire au vol et à part quelques courts instants, on évitera de le couper. Avec le Sea Ray, on peut se permettre plein d'excentricités. C'est une petite machine très amusante qui nous a permis de nous défouler pendant un bon quart d'heure. Mission accomplie. Le numéro de RC1 est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant sur notre page Facebook officielle pour suivre toute notre actualité.